1939. La guerre éclate en Europe. Peu à peu, l'ensemble des nations participent au conflit. La Nouvelle-Calédonie, trop loin de la métropole, ne subit pas l'occupation des puissances de l'Axe. Les Calédoniens rejoignent la France libre et soutiennent l'armée britannique déjà présente en Australie. Dans la grande région Asie-Pacifique, le conflit est également présent entre le Japon expansionniste et les Alliés. Dans un premier temps, toutes les puissances alliées sont repoussées par l'Empire du Japon qui occupe la majorité des territoires de l'Asie du Sud-Est. Ce 7 décembre 1941, la déclaration de guerre n'est pas encore arrivée à Washington. Les Japonais détruisent la base américaine de Pearl Harbor. La puissante machine de guerre américaine se met alors en marche. La Nouvelle-Calédonie devient la base arrière de l'armée qui prépare la reconquête du Pacifique. Tout de suite, on s'est retrouvés sur les hauteurs et on a vu tous ces convois de bateaux qui rentraient dans le chenal de l'Ilomètre et d'autres qui attendaient dehors. Et donc, on a su qu'il se passait quelque chose. 118 navires dans notre rade, c'est pas peu. La surprise a été générale et totale. Et moi qui travaillais à la marine, à l'époque, j'ignorais complètement. Pourtant, j'étais une secrétaire, je tapais des documents secrets. C'était plutôt une surprise, hein. Quand les gens de Noma, ils ont vu tous ces gros Liberty là, arriver, à charger. Là. Ils ont débarqué tout de suite les camions en priorité pour débarquer leur matériel. Mais moi, je me souviens qu'en allant voir un peu du côté de la vallée du Dire, là, j'ai vu, il y avait même des docks amphibies, là. Il y avait un trafic incroyable. Le jour de leur arrivée, à la vallée du Tir où je résidais, eh bien, on voyait ce nombre impressionnant de militaires qui se déplaçaient à pas de velours. Il n'y avait pas de clous sur leurs chaussures comme nous en possédions pour nos fantassins, vous voyez. Un fantassin français, on l'entend venir, hein. Tandis que c'était des semelles crêpes. Alors à partir de là, c'est dans un silence absolu qu'ils se déplaçaient. Ils avaient leurs flingues avec eux, ils sortent armés partout. Les premiers jours, pendant longtemps, ils sont sortis avec leurs flingues. Ils ne savaient pas où ils étaient. Hein. Et nous nous sommes levés le matin pour aller dans la cuisine qui était à l'extérieur, comme dans toutes les maisons coloniales. Et quelle surprise! Toute la cour, qui était assez grande, qui était étendue, était couverte de tentes kaki. Ils se sont installés là-dedans et que la première nuit, je crois qu'ils n'avaient même pas de tente. Et puis après, ils ont fait des petites tentes individuelles. Et dans la semaine, ils ont monté des tentes, les tentes classiques que l'on connaît, quoi. Ils ne sont restés qu'une semaine. Et par la suite, ils se sont installés sur toutes les hauteurs de Nouméa pour pouvoir mieux contrôler l'arrivée des Japonais, je suppose. Et puis, ils se sont installés un peu partout. C'était quelque chose de grandiose, même par la suite. Pour les Japonais installés en Nouvelle-Calédonie, l'histoire va brusquement basculer. Et dès le lendemain, l'administration coloniale décide de ramasser et d'interner tous les Japonais. Donc nous sommes ici dans le bâtiment qu'on appelle l'asile d'aliénés, qui faisait partie de l'hôpital du Marais, l'hôpital du Bagne. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans ces cellules, eh bien, on trouve des graffitis japonais. Alors pourquoi japonais? Eh bien, ça nous renvoie à une période de l'histoire très peu connue, qui est que le lendemain de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, eh bien, toute la communauté japonaise, en tout cas les hommes en âge de prendre des armes, sont arrêtés par le gouverneur de la France libre, Henri Soto. Donc les Japonais sont devenus un ennemi tout de suite. Alors bien sûr, le gouvernement français, ils ont décidé tout de suite d'arrêter tous les Japonais. Il a dit, ben voilà, monsieur Zanziro, je viens te voir parce que voilà, le Japon, il a déclaré la guerre avec les Américains. Alors je suis venu te prendre pour monter à la gendarmerie. Monsieur Deville lui demande, il dit, mais tu vas pas voir la famille avant, voir ta femme, tes enfants? Elle dit, ah non, non, c'est pas la peine.
Ils montaient à la gendarmerie sans les voir. C'est sûr que c'est un traumatisme parce que d'une part, ils ne comprennent pas. Bon, c'est la guerre, certes, mais ils ne comprennent pas que d'avoir été intégrés dans la société calédonienne, du jour au lendemain, on les parque dans un endroit clôturé de fils de fer barbelés et on ne sait pas quel sera leur sort. Est-ce qu'ils vont être relâchés? Est-ce qu'ils vont être renvoyés au Japon? Et finalement, ce sont les camps australiens qui vont les accueillir. Ici, il n'y a pas de moyen de garder les Japonais dans un camp d'internement. Et à partir de là, certains vont être transférés par 4 convois, 1096 exactement, dans des camps d'Australie, et une trentaine vont rester jusqu'à la fin de la guerre, où ils seront libérés et prêts à retrouver leur famille. Il était interné en Australie, mais il n'a pas vécu longtemps, il a vécu, je crois, 2 ans là-bas, 41, oui. À peu près 2 ans ou un peu plus, et puis il est décédé là-bas. Après la guerre, ils sont partis direct au Japon. Et c'est depuis 1954, non, c'est 64 que moi je l'ai vu. Ça a été terrible, terrible. Je l'ai vu partir un jour, quand j'avais 5 ans, je l'ai vu partir. Et c'était horrible, je ne comprenais pas très bien encore, mais quand j'ai vu ma mère pleurer et tout, elle avait ses 8 enfants sur les bras, elle n'avait que 38 ans, je vous assure que c'était dur, avec tout le terrain et tout le travail qu'il y avait autour. Et puis, ces femmes qui restent seules avec les enfants et qui se demandent de quoi sera fait leur avenir, leur futur. Je pense qu'ils ont dû prendre ça pour quelque chose de très grave. Et étant donné que son père avait été arrêté par la gendarmerie, pour eux, ils étaient plus ou moins considérés comme des traîtres ou quelque chose comme ça. Donc pour eux, ça a toujours été un sujet tabou. Même nous, les enfants, nous n'avons jamais su la vérité ou l'histoire de l'arrestation de notre grand-père. Effectivement, on oublie les familles qui restent. Ce sont des femmes, des enfants, et qui se retrouvent quasiment du jour au lendemain sans rien. Au mieux, elles peuvent garder leur habitation. Au pire, elles se retrouvent dans la rue, et heureusement qu'il y a des mains secourables, soit de la famille, soit des tiers, qui les prennent en charge. Effectivement, dans les écoles, certains doivent changer d'école parce qu'ils sont jetés à l'opprobre de la population qui les considère comme des ennemis. Et petit à petit, ils apprennent à vivre dans la transparence, à se fondre dans la population et à part un patronyme particulier, eh bien, on ne sait pas qu'ils sont d'origine japonaise. Au lendemain de leur arrestation, ces Japonais calédoniens se voient confisquer tous leurs biens. Pour certains, ce sont des maisons dans lesquelles ils avaient construit leur vie, laissant ainsi leurs enfants et leurs épouses dans une situation de grande misère. Pour d'autres, qui étaient déjà bien installés, ce fut la mise sous séquestre de leurs entreprises et commerces. Pendant ce temps-là, l'armée américaine ne fait pas dans la demi-mesure. 18 000 soldats américains et l'ensemble de la flotte américaine s'installent en Nouvelle-Calédonie. Le Caillou deviendra le centre du commandement interallié dans le Pacifique. À partir de là, la rotation a été de 60 ou 90 cargos en attente de débarquement, de déchargement. C'était quelque chose de fabuleux. Moi, à Madou, on était à l'école. Quand on a entendu tous ces convois qui montaient, puis la maîtresse a été prévenue, tu vois, tu remontes de la foi, tu vois, un coup de fil.
comme ça qu'on est descendu sur la route et qu'on a vu ça. C'est là qu'ils nous jetaient des boîtes de bonbons, tout ça. Des machines de chocolat. On était fou. On avait la bouche qui était barbouillée de chocolat, tellement qu'on s'en mettait. Oh là là. Du jour au lendemain, vous savez, Nouméa, c'était des collines vides, agrémentées de niaoulis, bien entendu. Et du jour au lendemain, avec cette venue massive, eh bien, le lendemain, on ne se reconnaissait plus. Il y avait des tentes sur toutes les collines de Nouméa. Il y avait très peu de monde à Nouméa à l'époque. Il y avait une dizaine de milliers de personnes, au grand maximum. Hein. Alors là, vraiment, ce serait cru presque en Australie. Nous avons tous été très rassurés parce que c'était quand même une certaine force. Puis on se disait, si les Japonais nous attaquent, au moins ils sauront à qui s'adresser. Il y aura pas mal de bateaux qui étaient restés. Non seulement des bateaux, mais l'armée aussi, qui était dans différents points de l'île. Hein. En masse, il y avait des grands camps. Et il y avait les Néo-Zélandais aussi qui étaient là. Les Australiens aussi étaient venus pour renforcer notre défense du Wantoro. C'est vrai qu'on avait peut-être peur d'être occupés par les Japonais, puis finalement de voir des gars, d'abord ils venaient pour nous sauver, mais c'est le nombre, je pense, qui a impressionné tout le monde. Jamais on se serait attendu à avoir autant de gens en même temps, et matériel en même temps. Les jeeps, les 10 roues, des trucs qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Pour moi, c'était passer de l'âge de pierre à la modernité. Hein. L'armée qui est présente en Nouvelle-Calédonie, c'est l'armée du pays le plus puissant du monde, le plus développé et le plus avancé. Donc forcément, cela se retrouve dans son armée. Sans compter que le gouvernement des États-Unis donnait la priorité aux soldats. Donc c'était le meilleur pour les soldats. Donc le meilleur en tout. Ce qui a donc rejailli sur la Nouvelle-Calédonie puisqu'ils étaient chez nous. À l'époque, la Nouvelle-Calédonie, c'est la base principale des forces armées américaines. C'est qu'à partir de là, toute la reconquête de Guadalcanal est partie depuis Nouméa, puisque c'est l'American Division qui chasse les Japonais en février 1943, n'est-ce pas, avec la participation du général Patch. Sur le territoire calédonien, les Américains s'entraînaient, ils mettaient au point leurs armes, ils stockaient le matériel qui devait être envoyé sur le front, et le matériel, ça va des chaussures aux avions, et ils avaient aussi des ateliers où le matériel militaire était assemblé. Par exemple, les avions, les camions, les véhicules légers militaires arrivaient en pièces détachées parfois. Et ils étaient donc remontés ici dans des ateliers. Il y avait de grands ateliers, notamment à Nouville, où les avions étaient montés. Ils réparaient les bateaux aussi, ici. Et ils soignaient les malades. Et donc c'était aussi un lieu de loisirs et de convalescence. Donc l'ensemble de ces missions nécessitait une organisation matérielle absolument colossale. Hein? Un réseau routier, un téléphone qui marche, un port, des grues, des dockers, enfin toute une installation. Le port de Nouméa était le deuxième port du monde après San Francisco. En 5 années, plus d'1 million de soldats transiteront par la Nouvelle-Calédonie. Cette guerre est une épreuve pour l'ensemble de la société calédonienne. L'administration coloniale demandera à chacun de participer à l'effort de guerre. Les forces vives de la Nouvelle-Calédonie se sont enrôlées dans le bataillon du Pacifique pour aller au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le manque de main-d'œuvre ici en Nouvelle-Calédonie, et notamment la société Le Nickel et les entreprises calédoniennes, se fait criant. C'est là que le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie va demander aux forces armées américaines de recruter sur place 300 travailleurs pour combler le manque de main-d'œuvre ici en Nouvelle-Calédonie. Et comme à l'époque, les Wallisiens et les Futuniens ne parlaient pas le français, dans leur élan et dans leur esprit, c'était pour partir à la guerre. Mais ce ne sont que 178 personnes qui prendront place dans les bateaux de guerre américains pour venir travailler ici en Nouvelle-Calédonie. Ils ont été surpris d'arriver ici et d'avoir été affectés
à la société Le Nickel et dans les différentes sociétés de la SLN. Après un an, et comme ce n'étaient pas des travailleurs dociles, contrairement aux autres travailleurs importés, il a fallu vite les rapatrier à Wallis et Futuna, et en plus, ils n'arrêtaient pas. Comme ils ont été déçus de ne pas être partis à la guerre, ils avaient réclamé de vite retourner chez eux. Et donc en 1944, ils ont tous été rapatriés à Wallis et Futuna. Le gouverneur décide de confier au capitaine Georges Dubois l'organisation d'une milice populaire. Eh bien, on demande à tous les hommes entre 18 et 45 ans de se rassembler par commune, par tribu, et puis un plan d'entraînement est établi, les hommes sont armés, et puis s'entraînent à l'utilisation des armes, repèrent les endroits où il faut créer des points d'observation, et ensuite s'entraînent au maniement des armes. Et régulièrement, ils sont appelés pour ces différents travaux, quoi. La guerre continue avec son lot de morts et de blessés. La base arrière des Américains dans le Pacifique va devenir une base de convalescence et de repos. Les Calédoniens vont découvrir le mode de vie incroyable de ces jeunes soldats. Les Américains ont marqué les gens, d'abord par leur manière de vivre, par le matériel importé, et puis on a connu des choses qu'on n'avait jamais connues auparavant, quoi. Alors ce que les Calédoniens ont découvert, le bulldozer, on n'avait jamais vu ça. Oui, c'est un engin, il déplace les montagnes, hein. Et oui. Ils ont appris avec les Américains comment prospérer. Ils ont vu les gros engins sur les routes. Alors pour les mines, c'était idéal. Les gens, au lieu d'avoir des ouvriers qui ramassaient le minerai à coups de pioche, il fallait une nombreuse main-d'œuvre. Ils ont fait venir des engins, Caterpillar, et puis des pelleteuses pour travailler sur les mines, pour extraire le minerai. Ils ont développé des cultures ici, parce que comme l'agriculture n'avait pas beaucoup de champs de cultiver, ils ont développé la culture du maïs, parce qu'ils mangeaient beaucoup de maïs, la culture du concombre, culture du melon aussi. D'ailleurs, on a gardé, tous les agriculteurs ont conservé les graines de melon de cette époque. On avait amené tout le matériel pour faire de la culture, tout ça. Hein. Puis il venait chez les gens, il labourait chez les gens. Alors la moitié pour eux et la moitié pour l'armée. 5 années de présence américaine vont profondément bouleverser le mode de vie de la Nouvelle-Calédonie. Chewing-gum, soda, whisky, chocolat et vie facile. Les Calédoniens ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent aussi une nouvelle façon de vivre. Le cinéma de plein air, les fameux drive-in, les dancing, les standards de Glenn Miller et les rythmes endiablés de twist. Un véritable choc culturel. Et puis alors, il y a eu un peu plus d'animation le soir. Il y a eu du cinéma, c'était pour les soldats, mais les Calédoniens étaient autorisés à y assister. Quand l'amiral Olsey, des fois, jugeait que le film était peut-être trop violent, il venait et il disait « Sorry boys, no movie tonight ». Alors on dit « Ok, allez, on va puis on partit. Mais on contournait, on allait chez Johnston, on passait par-dessus la barrière et on se mettait sur le toit des dépendances de chez Olsey, là, puis on regardait le film quand même. Ils ont créé même des salles de danse à Nouméa. Alors nous, les jeunes filles des bureaux, il y avait, pas toutes les semaines, peut-être tous les 15 jours, un officier ou un sous-officier qui venait pour recruter des danseuses. Ils allaient chercher des filles dans les familles, mais il fallait toujours, je me rappelle du mot, il fallait chaperonner, il fallait le chaperon.
Ils étaient très stricts là-dessus. Et donc ils organisaient des soirées dans différents endroits, quoi. Et après ils ramenaient les gens chez eux, quoi. Ce qui reste surtout, c'est l'aspiration à mieux vivre, puisqu'on a rencontré ça et on voit que c'est possible. Les populations européennes pauvres, les populations kanaks, les populations asiatiques qui ont eu une autre vie pendant la guerre, eh bien ils y ont aspiré après la guerre. Le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitule, suivi le 2 septembre 1945 par l'Empire du Japon. Pour tout le monde, c'est la fin de la guerre, mais c'est aussi le départ de la région Pacifique pour les soldats américains. Quand les Américains sont partis, ils ont procédé de la manière suivante pour leur matériel. Le matériel qu'ils pouvaient démonter et utiliser, par exemple au Japon ou à Guam, ils l'ont fait. Le matériel qui coûtait plus cher d'être détruit que d'être renvoyé aux États-Unis, ils l'ont détruit. Et le matériel que les Calédoniens pouvaient acheter, ils l'ont vendu. Mais au lieu de tout vendre, ils ont tout coulé. Et du matériel en parfait état. Le matériel qui a été détruit, il a été fait parce qu'il n'y avait aucune utilisation économique viable de ce matériel. Il n'y a pas eu, franchement, gaspillage. Pour les familles japonaises restées sur le territoire, c'est l'espoir de revoir leurs parents emprisonnés au début de la guerre. En effet, il n'y a plus aucune raison de les retenir dans des camps en Australie. Mais rien ne va se passer comme prévu. La cicatrice de la guerre du Pacifique est encore douloureuse. À la fin de l'internement, donc, la libération se fait en février 1946. Malheureusement, le gouvernement français de l'époque, et aussi poussé un peu par les Australiens, ont décidé que le rapatriement se ferait directement au Japon. C'était dur pour certaines familles, c'était dur pour les enfants, et le fait de ne pas revoir leur père, eh bien, pour certains, ça a été un sentiment d'abandon, alors que c'était bien malgré les familles. En Nouvelle-Calédonie, les enfants ne sont pas considérés comme japonais parce qu'ils ne sont pas inscrits au consulat général. Donc quand ils découvrent à un moment qu'il leur faut un passeport, on s'aperçoit qu'ils sont ni japonais ni encore français. Et donc quelque part, ils sont doublement exclus. Donc petit à petit, en plus avec ce traumatisme, ils vont jusque dans les années 2000 être marginalisés ou du moins être transparents dans une société qui reconnaît peut-être à peine à travers un nom particulier. Nos pratiques culturelles, elles sont calédoniennes. Voilà. C'est ce qui nous distingue, je pense, de l'ethnie indonésienne ou de l'ethnie vietnamienne. Les descendants de Japonais n'ont pas eu d'héritage culturel. La notion de culture, elle est tout à fait récente, elle date d'une cinquantaine d'années. Maintenant, on se préoccupe de la culture, de la faire vivre, de la faire connaître, de la découvrir. Mais à l'époque, la notion de culture n'était pas aussi étendue que de nos jours. Et on entendait par culture uniquement la gastronomie, enfin la cuisine et la langue. L'héritage linguistique, il n'y en a pas eu puisqu'on parle de langue maternelle, donc les mamans étant de parler français transmettaient leur langue.
Il n'y a pas eu d'apport linguistique japonais et au niveau culturel, eh bien, il y a eu uniquement le riz, le soyo. Ma mère n'a jamais été au courant de ce que mon grand-père a vécu. C'est grâce avec les historiens qu'on a pu connaître leurs conditions de vie et de détention, et aussi à la fin de la guerre, pourquoi ils ne sont pas revenus ici en Nouvelle-Calédonie, étant donné que toutes leurs terres ont été confisquées et redonnées aux colons de la région. Je crois que la première génération donc était la souche japonaise, c'était ces immigrés. La deuxième, c'est celle qui a souffert, parce que c'est la génération qui était enfant. En 1941-42, ça allait de 2 mois à 15-16 ans. Et c'est cette génération-là qui est la génération de nos parents. Moi, je parle de la 3e génération. Cette 3e génération a compris la souffrance des parents. Et c'est cette génération-là, celle qui a 60 ans, entre 60 et 75 ans, qui a besoin d'en parler pour que la transmission de cette histoire se fasse, parce que c'est aussi une page de l'histoire calédonienne. Pendant la guerre du Pacifique, beaucoup d'ouvriers vietnamiens, grâce à la fin du code de l'indigénat, se sont lancés dans le commerce et leur vie s'est améliorée peu à peu. Mais par contre, la chance, c'est que mes parents adoptifs, libérés de la mine, ils sont descendus à Nouméa. Il y en a qui sont descendus à Nouméa pour être commerçants, menuisiers. Les Vietnamiens avaient recouvré leur liberté d'entreprendre et de travailler. En m'adoptant, ils m'ont permis de me donner la possibilité d'étudier avant tous mes camarades qui étaient sur mine et qui n'ont pas eu cette chance. Et la plupart avaient décidé de redescendre sur Nouméa et de créer l'artisanat, créer des magasins, des boutiques. Et ma mère vendait des cacahuètes dans des petites poussettes. Ils amènent à l'entracte du cinéma pour vendre des boissons, des cacahuètes, des bonbons pour ceux qui vont au cinéma. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert leur petit commerce à Nouméa. Et c'est le début de leur richesse, de leur succès. Ensuite, mon père est devenu maraîcher. Donc, à l'époque, on gagnait beaucoup d'argent avec les légumes. Donc, mon père a changé de métier et est devenu maraîcher. Et une fois libérés, descendus à Nouméa ou dans les villages, à Koumak, un peu partout, ils étaient devenus des spécialistes de la culture de la salade en particulier et des produits qu'on trouve dans le commerce normalement des légumes. Et on n'avait pas besoin de manœuvre, on n'a pas besoin de maçons, tout ça, c'est que des Vietnamiens. Et vous voyez partout, tout ce qui est maçonnerie, c'est des Vietnamiens. Avec l'implantation des Vietnamiens qui prospéraient et qui commençaient à s'offrir les petites Renault, les Citroën en chevaux à Nouméa, ça commençait à créer un peu de jalousie au sein de la population européenne et en particulier de la population commerçante. Et les Européens, ils ont aussi peur de la réussite des Vietnamiens parce qu'ils sont devenus des patrons, des entrepreneurs. Malheureusement, avec cette prospérité naissante, survenait la guerre de l'Indochine et la perte de l'Indochine par la France. L'amélioration de la vie des Vietnamiens sera de courte durée. La guerre d'Indochine, qui éclate en 1946, va entraîner de nouveau ces Chang Dang dans la tourmente. Victimes indirectes de cette guerre,
la communauté devient la cible de campagnes virulentes de suspicion de sympathie communiste. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge luttent pour leur indépendance. Certains choisiront de rentrer dans leur pays d'origine, mais d'autres préféreront rester définitivement en Nouvelle-Calédonie. Chez les Vietnamiens qui étaient acquis pour la cause de Hanoï, pas les catholiques, c'était la joie. Dans les vitrines, ils arboraient même le drapeau vietnamien, le portrait de Ho Chi Minh. Ce qui donnait l'occasion aux Européens de la place qui étaient contre l'implantation des Vietnamiens en Nouvelle-Calédonie de dire faites-les partir, ce sont des communistes, ce sont des gens à Ho Chi Minh, il ne faut pas les garder, on les fout dehors. La place de la communauté d'origine vietnamienne en Nouvelle-Calédonie, elle a surtout été une source de tensions et de problèmes. Au moment de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Indochine, puis éventuellement après, jusqu'aux années 1960, lors de la guerre du Vietnam, quand on soupçonnait, enfin pas éventuellement, quand on soupçonnait ces anciens travailleurs engagés vietnamiens ou leurs descendants d'être des Viet Cong et des menaces potentielles pour la sûreté de l'État en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Il y a d'une part la perte de Dien Bien Phu, d'autre part l'évolution des Vietnamiens dans la vie économique. À partir de là, la réaction de la population européenne locale a été de dire les Viet dehors. Réciprocité, on a foutu dehors les Français du Vietnam, on va les mettre aussi à la porte. Ça a été ça, car ils ont été dénigrés ici, ils étaient contraints de rentrer. Puis il faut savoir que pour les anciens, c'était aussi la nostalgie du pays. Et ils avaient la possibilité ici de recevoir la radio Hanoï le soir, à 10h du soir, les informations qui leur disaient le peuple vietnamien a pris le pouvoir appartient maintenant au peuple, c'est le peuple de souverain, c'est lui qui décide. Et les Vietnamiens d'ici disaient, moi avec mon argent, avec mes millions, je vais rentrer, je vais commander aussi avec ce peuple et ce sera super. Chúng Nam lại không muốn cho con về có phải không? Nhưng mà ông cụ nói khéo một câu, con ơi, con ở bên ấy mà nuôi các cháu nên người, bố già thì không cần nghĩ đến bố nữa, ông cụ nói xa đấy, đừng nên về. La majorité des Vietnamiens d'origine bouddhiste avaient décidé de rentrer chez eux pour la bonne et simple raison. Il fallait ramener leur progéniture, ramener le peu d'argent qu'ils avaient pu gagner ou beaucoup d'argent qu'ils avaient pu gagner et revivre au pays, d'autant plus qu'à ce moment-là, la France était partie. Et d'ailleurs, dans les années 60, ils ont décidé de tous partir. Bien sûr, ils imaginaient qu'ils allaient rentrer dans un pays souverain et qu'ils allaient être les rois du pétrole. Or, il y a eu un prêtre, le père Thom, qui a dit à tous ses fidèles catholiques de ne pas partir au Vietnam parce que c'est un pays communiste et tout. Et le gouvernement de Saigon, par l'intermédiaire du père Thom, disait attention, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le peuple qui commande, c'est le communisme qui commande. Et là-bas, ce n'est pas le peuple qui décide, c'est le communisme qui décide. Et le communisme et la religion catholique ne vont pas ensemble. Et que le mieux, c'est de rester en Nouvelle-Calédonie et de respecter la loi française. Vous serez des hommes et des femmes libres. Về thăm quê hương nhưng mà bố mẹ già cũng chết, anh chị cũng chết cả rồi. Không còn ai vừa rồi tôi về phòng mà tôi định ra Vạn Hoa tìm cái chỗ tôi sinh đẻ ngoài Vạn Hoa thì ở đấy cũng là ghe nó tan nát hết cả, cái anh cũng dẫn tôi về ra Vạn Hoa đấy thì nó tan nát hết tất cả, bây giờ thành ra cái rừng hoang ở đấy thì nhiều mây nấm với lại quả dẻ quả dứt ở trên rừng nhiều lắm, gọi là Vạn Hoa, nó nhiều thứ hoa. La fin de la guerre et le retour des soldats calédoniens
ne mettent pas un terme au manque de main-d'œuvre en Nouvelle-Calédonie. Il faut en effet relancer l'économie. Après le départ des Américains, les grands projets métallurgiques nécessitent l'apport d'une main-d'œuvre importante. Les autorités coloniales se tourneront alors vers les territoires les plus proches. Pour se placer dans le contexte de l'époque, c'est que la Nouvelle-Calédonie avait besoin de main-d'œuvre. Ceci pour remplacer donc main-d'œuvre indo-chinoise qui venait d'être rapatriée suite à la guerre de colonisation en Indochine, et notamment en Dien Bien Phu où la France avait perdu cette guerre. Et donc là, ils ont fait appel à la main-d'œuvre de Wallis et Futuna, qui était à cette époque-là encore sous le régime de protectorat. C'est-à-dire que le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, qui était en même temps commissaire général de la République dans l'océan Pacifique, s'est dit, ben voilà un bassin de main-d'œuvre disponible et à ma disposition. C'est pour ça qu'il a laissé les entreprises calédoniennes se rendre à Wallis et Futuna et recruter la main-d'œuvre qu'il leur fallait pour leurs entreprises ici. Au départ, ce sont les entreprises calédoniennes qui avaient payé le passage, le bateau, pour les forces, pour les hommes, pour les travailleurs de Wallis et Futuna. Dans les années 1950, voyant que Wallis et Futuna se vidait de ses forces vives, il ne restait plus que des femmes, des enfants, des vieillards à Wallis et Futuna, tous les hommes étaient partis travailler en Nouvelle-Calédonie. Les autorités coutumières et religieuses avaient tiré la sonnette d'alarme pour exiger du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie que s'ils veulent continuer à recruter les travailleurs de Wallis et Futuna, il fallait aussi faire partir ces travailleurs avec leurs familles. Alors pour la petite histoire, souvent on leur décrivait que quand vous allez arriver, vous verrez, chacun aura sa chambre, il y aura des couvertures pour tout le monde, et puis ceci et cela. Et donc, évidemment, ça aide à faire le choix de partir. Et alors, la surprise, c'est que beaucoup vont découvrir la réalité, ceux qui sont sur le mine. Il n'y a pas du tout, il faut coucher à même les sols, il n'y a pas du tout d'un lit ou de quelconque. Hein. Mon père qui avait fait le choix d'être à Yaté, au bout d'un an, oui, un an, ils vont partir hein, à pied, oui, vers Nouméa. Hein. Ah oui, parce que les conditions étaient difficiles et puis ils pensent, eux, qu'il n'y avait pas respect du contrat. Et ils ont été dupés, ils ont été trompés. Il n'avait aucune qualification, c'était un manœuvre de base. Il a terminé au nickel dans les fours. Je ressens les mêmes émotions et la même affection pour mon père, pour les choix qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait. Et si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un homme simple, hein, voilà, un citoyen moyen calédonien, eh ben, je dois beaucoup à cet homme qui s'est beaucoup sacrifié pour que je puisse arriver là où je suis. Saint-Louis, avant, c'était l'école des latinistes. Et ensuite, il va devenir l'école des moniteurs, former ceux qui vont aller dans les tribus voilà, enseigner. Eh bien, nous serons les premiers Wallisiens à aller à Saint-Louis. Lorsqu'on va rentrer à l'école au mois de mars 1956 à Saint-Louis, nous étions 3. Mon grand cousin là, qui a 10 ans, qui est mort aujourd'hui, et puis moi, 8 ans, on va dire, et puis mon jeune frère, 6 ans. À cette époque-là, on avait les vacances semestrielles. C'est le mois de juillet, et les grandes vacances au mois de décembre. Donc,
On allait chez nos familles deux fois dans l'année, mois de juillet et mois de décembre pour les grandes vacances. J'avais à charge mon plus jeune frère, il avait 6 ans. Donc il faisait encore pipi au lit, moi aussi de temps en temps. N'ayant pas la famille, parfois on pense à notre maman et on pleure seul. On va dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut refaire? Mais s'il n'y avait que cette voie-là demain, je referais volontiers. On a été adoptés par ces gens. Et puis on a baigné dans cette ambiance. Vous voyez, il n'y avait pas les Kanaks là, les Wallis. Non, ils étaient très intentionnés à notre égard. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la vie dans les Antilles françaises est très difficile. Plus d'emplois, tensions sociales et explosion démographique vont conduire le gouvernement français à prendre des mesures pour encourager Guadeloupéens et Martiniquais à émigrer vers la métropole qui manque énormément de bras pour la reconstruction du pays. Mais beaucoup d'Antillais préféreront le climat de la Nouvelle-Calédonie et choisiront plutôt ce long voyage. C'était à Fort-de-France, on a été 30 copains qui étaient volontaires pour venir en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, à l'époque, c'était le bateau qui était moins cher et puis populaire. C'est arrivé par bateau, le bateau tahitien. Le voyage durait 1 mois en bateau avec le Calédonien ou le Tahitien. Pour venir ici en Calédonie, il fallait prendre un bateau qui partait de Marseille, passer à Fort-de-France et puis ensuite passer par le canal de Panama. Après Panama, on est parti sous Tahiti. Entre Tahiti et Panama, ça fait une sacrée distance. On a passé 2 semaines à Tahiti. Après quelques jours, il fallait repartir pour les Hébrides. Quand on est parti aux Hébrides, on ne voyait personne. Voilà le commandant qui dit, mais il ne faut pas trop vous éloigner du bateau, parce qu'ici, les gens sont cannibales. J'ai dit, quoi? Il a dit, mais il ne faut pas sortir. On voyait les gens comme ça au loin, comme ça. Il fait bonjour, il fait bonjour. Dans la baie aux Hébrides, on s'est déshabillé et tout le monde à l'eau. Le commandant de bord nous appelle que remontez. Des requins. Chez nous, les requins nous bouffent pas. Puisqu'on mange des requins là-bas, il n'y avait pas de temps. J'ai regardé ça du haut du bateau, le commandant de bord nous faisait voir. C'est de là que j'ai dit, il faut faire attention aux requins. Il dit, on m'a dit en Calédonie, c'est pareil, il faut faire attention. Je restais comme une semaine là, et puis après, allez, Calédonie. Et quand je suis arrivé à Calédonie, il n'y a personne sur le quai. Personne. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben voilà. Le type me dit, ah, tu vois ce que je t'avais dit? Voilà Calédonie, comment c'était la Calédonie. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de gens, il y a des gens là. Mais ils sont tous chez eux, mais fermés. Ils sont comme ça, et puis ils ont des persiennes là, puis là. Eux, ils te voient, mais toi, tu ne les vois pas. J'arrive en Calédonie en 1947. Je débarque, on nous emmène, on dit artilleur, on nous emmène à Rontoro. Rontoro, c'est là qu'il faut faire le service militaire. Et comme j'étais coiffeur un peu, le bataillon m'a pris comme coiffeur. Et je suis resté au Rontoro durant 3 ans. À l'époque, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de... C'est plutôt les adultes, il y avait très peu de jeunes de mon âge. Hein. Je n'avais pas beaucoup. Mais c'était surtout des hommes parce qu'ils étaient venus travailler. Et après, une fois installés, à ce moment, ils faisaient venir leur famille. Beaucoup sont partis dans l'espoir de gagner un peu d'argent et de revenir au pays. Mais certains décident de rester et vont s'engager dans les mines ou dans les transports en commun. Comme j'étais mécanicien industriel à mon employé, j'étais comme manœuvre de force. Bon, je ne me suis pas découragé, vu la situation, j'ai déjà dépensé tant d'argent pour venir en Calédonie, j'y reste.
travaillaient sur les mines à Thio, la mine Bornée, le plateau. Bon, on en trouvait un peu à la SLN aussi, comme employé à la SLN, dans la partie très manuelle, quoi. Hein. Et à Bornée, il y en avait qui avaient un campement à Bornée, où les gens travaillaient sur la mine Bornée, qui est un peu avant Thio. C'est de là que partait le téléphérique pour arriver à Thio Mission. Et il y en avait aussi à la mine Guépi, du côté de Naketi. Comme c'est des gens travailleurs, donc ils achetaient leur propre camion. Mon père a travaillé dans les mines. Au début, il avait un premier camion. Alors pour nous, c'était un petit peu la galère parce que chaque vacances, il fallait qu'on l'accompagne et qu'on travaille avec lui pour être dans le camion puisqu'il faisait nuit, il travaillait la nuit, il travaillait le jour. Et donc, il avait besoin toujours qu'il y ait quelqu'un, d'autant plus qu'on le voyait très peu parce qu'il partait en début de semaine et il revenait régulièrement en fin de semaine et même parfois pendant plusieurs semaines on ne le voyait pas. En semaine, ils étaient là dans des petites baraques, des baraquements et puis ils redescendaient le week-end rejoindre leur famille. Hein. Donc nickel, on est enfermé et puis il y a l'obligation des heures. Il y a eu quart de nuit, quart du matin, quart l'après-midi. On ne mange pas avec la famille les heures qu'il faut. J'ai dormi une nuit ou deux avec certains et j'ai vu le travail que ça demandait. Parce que parfois à 10h du soir, ils étaient en train de réparer des ressorts. Surtout quand il y avait un bateau au large à chercher, donc il fallait rouler. Et il y avait de la casse souvent. Et c'était un travail très 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 dur. Hein. Alors les conditions étaient très difficiles hein, parce que c'est roulage. Et je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il me semble qu'ils étaient payés au chargement, c'est-à-dire que le nombre de voyages qu'ils pouvaient faire avec leur benne de camion. Et donc plus ils en faisaient, et plus ils gagnaient de l'argent. Et donc effectivement, beaucoup ne dormaient pas ou très peu parce qu'ils voulaient faire un maximum de voyages dans la journée. Il fallait charger un bateau, donc plus vite on le fait, plus vite le suivant pouvait arriver et ainsi de suite. Et donc je me souviens qu'ils dormaient très peu, ils se levaient la nuit. Puis, ils entretenaient, donc la journée passée, il y avait l'entretien, donc le soir ils se couchaient sous le camion, sous le car. Donc c'était des auto-entrepreneurs de l'époque. Pour tous ceux qui sont restés en Nouvelle-Calédonie, Guadeloupéens et Martiniquais découvrent avec surprise qu'il est difficile d'être noir à cette époque dans une société calédonienne qui s'embourgeoise, mais qui est encore influencée par un certain esprit colonial. Alors l'intégration des Antillais en Nouvelle-Calédonie, c'est toute une histoire. Souvent, mon père nous racontait, quand ils sont arrivés, dans les années 50, pour les premiers 45, vous vous doutez bien que nous étions dans une problématique raciale qui était issue des événements qui se passaient dans d'autres pays, notamment en Europe et aux États-Unis. Quand on est entré ici, vous allez à la messe à la cathédrale, vous allez vous asseoir sur un banc. Eh bien, il n'y a personne qui va s'asseoir là, parce que vous êtes noir. Il n'y a personne qui va s'asseoir sur le banc, tu es tout seul. Parce que tu es noir, c'était comme ça. Les Calédoniens, je pense qu'il y avait une certaine... c'est la méfiance de l'ignorance, si on veut. Donc, ne connaissant pas les Antillais, et puis vu les Antillais qui avaient, les premiers Antillais qui avaient, c'était pas tellement des intellectuels, c'était des manuels. Donc, la plupart des Calédoniens croyaient que tous les Antillais, c'était des gens de peu de culture. Donc, ils se moquaient la plupart du temps d'eux, c'était une façon ironique. C'était pas méchant, mais ça pouvait vexer certains. Il n'y a pas eu trop d'atomes crochus à cause de ça. Ils ont préféré se retourner d'ailleurs vers les Mélanésiens parce qu'ils se sentaient trop méprisés par les autres ethnies. Quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas reconnus réellement comme intégrés dans la population. Donc ils ont fréquenté plus le milieu mélanésien que le milieu calédonien pur, comme on peut dire des Caldoches. Hein. Mais les Antillais ont su trouver leur place. Et s'ils n'oublient pas pour autant leur culture caribéenne, ils affirment aujourd'hui leur attachement à la vie calédonienne.
On a toujours son cœur de l'autre côté. On a toujours dans la tête la mémoire de son existence. Comment on a vécu, on a été élevé, toutes les... disons les deux. On a toujours une vision à l'époque où on a grandi avec des gens, avec des souvenirs inoubliables. Pour moi, j'ai la grosse difficulté, c'est est-ce que je suis antillais, est-ce que je suis calédonien? Je suis antillais, c'est vrai de par mes origines, hein, mais ça je ne peux pas le nier. Mais en même temps, je suis calédonien parce que ça fait 50 ans, j'ai vécu plus longtemps ici qu'en Martinique. Donc, je suis entre deux chaises, si on veut. La difficulté, si je vais choisir, c'est très difficile pour choisir. Bon, je suis plus par ici parce que j'ai beaucoup plus d'attaches ici. Mais c'est vrai que parfois, quand je revois certaines choses du pays, ça me manque. J'ai envie d'y aller de temps en temps. Bon, mais pas pour vivre dans... Comme je dis, ici, je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis martiniquais, c'est mon pays. Mais je ne peux pas vivre là-bas. Moi, j'étais à la Martinique, mais je ne serais pas comme je suis ici. Il n'y a pas de débouché à Martinique. Et comme moi, je n'ai pas beaucoup de succion, alors j'ai fait quoi? Et en arrivant ici, j'ai travaillé. Et je suis arrivé comme je suis. C'est pas de dire. Alors, je ne vais pas retourner. Je me suis adapté à notre mode de vie. Et là, mode de vie qui me plaît, alors... Parce que sinon, je serais retourné. Je suis là depuis l'âge de 7 ans. Je vis, j'ai grandi et je vis avec l'ensemble des communautés calédoniennes. Mais ce que je voudrais, c'est que notre communauté soit bien positionnée dans l'ensemble de la Calédonie avec l'ensemble des communautés. Alors, il semblerait quand même que leur intégration, c'est-à-dire à la fin de l'engagement, ceux qui sont restés, en général, se sont intégrés du point de vue économique. Par exemple, on connaît de nombreux exemples de travailleurs engagés asiatiques qui, une fois qu'ils restent en Nouvelle-Calédonie et obtiennent la résidence libre, ouvrent des commerces, voire achètent des terres, etc., etc. Donc il n'y a pas eu, je pense, à leur rencontre de véritable rejet à partir du moment où ils ont décidé de rester là. Donc tout ça, ce que ça montre finalement, c'est que si on regarde la période dite strictement coloniale de 1853 à 1946, on a vu arriver des populations nouvelles. Certes, l'arrivée de ces populations nouvelles a généré des réactions hostiles de la part des Kanaks. Mais en fait, les populations kanaks, ce n'est pas en elles-mêmes l'arrivée des populations qui les gênait, je pense. C'est surtout le fait qu'on leur prenait la terre. C'est-à-dire que s'il y avait des populations qui étaient arrivées et que la terre n'avait pas été spoliée, les choses auraient pu être sans doute, enfin du moins dans ces proportions-là, les choses auraient pu être différentes. Et avec les travailleurs engagés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils travaillent, et pour ceux qui restent après, on a quand même des traces d'intégration qui sont en général, enfin on a des trajectoires d'intégration réussies dans la société coloniale de l'époque. D'un côté, vous avez des gens qui ont le sentiment en Calédonie qu'à partir du moment où on parle de peuple calédonien, ça veut dire nécessairement qu'ils ne font plus partie du peuple français. C'est une question de terminologie. Ça c'est l'aspect, j'allais dire, des non-Kanaks. Le problème de parler de peuple calédonien pour toute une partie des Kanaks, c'est qu'ils ont le sentiment que le traumatisme colonial n'est toujours pas épuré dans ce pays. C'est-à-dire que n'ont pas été faites les choses qui doivent être faites pour passer au-delà du drame colonial qu'ils ont subi. Et ils ont le sentiment que tant que ça, c'est pas fait,
quelque part, parler de peuple calédonien, c'est quelque part les noyer, encore une fois, dans leur légitimité historique, ou celle qu'ils considèrent comme valable, et donc les faire disparaître dans une situation un petit peu, excusez-moi d'utiliser ce terme, un petit peu bisounours, mais qui en fait, encore une fois, tel qu'ils peuvent le ressentir, encore une fois, va être quelque chose qui va les noyer. Et donc, il est évident pour des gens comme moi que le peuple calédonien, il existe. Parce que, je veux dire, on est tous intermaniés d'une manière ou d'une autre, on est tous interconnectés, chacun avec ses éléments, mais on a tous des liens. Mais en même temps, l'identification, j'allais dire, politique de cette réalité du quotidien est une identification qui aujourd'hui ne peut pas arriver à son terme tant que n'auront pas été faits un certain nombre de signes, de gestes, quelque chose qui démontre que la colonie c'est fini. C'est difficile, mais si on prend l'île de Bougainville, eh bien cette réconciliation, les gens de Bougainville, ils ont réussi à la faire. Et donc, la question que doivent se poser les Calédoniens aujourd'hui, à mon avis, c'est de savoir quelles sont les démarches, quels sont les chemins d'alliance, pour reprendre un terme kanak, quels sont les chemins que collectivement les Calédoniens doivent faire hors des partis politiques afin de créer un futur partagé sur les, j'allais dire, sur le socle commun qu'a été l'histoire coloniale. Et que ce qu'on a à réussir en mémoire de nos ancêtres, c'est de réussir à créer ce que nos hommes politiques ont appelé la communauté de destin avec les Kanaks, pour que sur les ruines d'une histoire coloniale extrêmement douloureuse et dure, on puisse construire des lendemains qui chantent, construire quelque chose qui soit une paix et une fraternité dans la diversité. Parce que si vous avez entendu les gens parler, les gens ne veulent pas se noyer dans un espèce de bloc unitaire. Ils veulent avoir le droit de garder leur diversité et ce qui fait en fait la spécificité unique et la richesse de la Calédonie.